Madame la Présidente, très chère sœur Mitou, mes premiers mots seront pour vous présenter les sincères félicitations du Royaume du Maroc pour votre élection à la tête de notre commission, ainsi qu'aux membres de bureau. Madame la Présidente, il y a 60 ans, presque jour pour jour, et dans ce même bâtiment, peut-être dans cette même salle, le Maroc demanda en 1963 l'inscription de la question de ce qui s'appelait à l'époque le Sahara espagnol sur l'agenda du comité spécial de décolonisation afin de récupérer définitivement ces provinces sahariennes. Cette revendication a été confortée par la première résolution du C24 en octobre 1964, suivie par celle de l'Assemblée générale, adoptée en décembre 1965, demandant à l'Espagne de prendre des mesures immédiates pour la décolonisation du Sahara espagnol et de l'enclave mitoyenne d'Ifni, et ce à travers la négociation avec le Maroc. Grâce à la négociation préconisée par ces résolutions, Ifni a réintégré la mère patrie en 1969, alors que la décolonisation du Sahara s'est définitivement achevée en 1975 avec le retour mémorable de ces provinces à la mère patrie, le Maroc, et ce, grâce à l'historique marche verte du 6 novembre 1975 et l'accord de Madrid du 14 novembre de la même année. Cet accord a été déposé auprès du secrétaire général, puis entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458-B du 10 décembre 1975. L'histoire onusienne du Sahara marocain aurait pu s'arrêter là, mais c'était contestant l'adversité de l'Algérie, qui a créé, hébergé, armé et financé le groupe séparatiste Polisario. Dans sa promotion internationale de son proxy, ce pays voisin a excellé dans ce que le philosophe grec Socrate qualifié 25 siècles auparavant de mythe fondateur de la posture. Le distingué représentant de l'Algérie a, dans son discours de ce matin, persisté dans ce sillage en étalant une avalanche de falsification de l'histoire et un flot de distorsion du droit international. Comme depuis près d'un demi-siècle, il a ressassé ce que je qualifierais de les 7 mensonges fondateurs de l'agenda séparatiste de l'Algérie au Sahara marocain. Premier mensonge, l'Algérie défend l'autodétermination, le droit à l'autodétermination. En réalité, le principe de l'autodétermination n'est qu'un paravent dont l'Algérie se sert pour accomplir ses visées hégémoniques. En effet, l'Algérie instrumentalise ce principe exclusivement pour le Sahara marocain. C'est la seule question qui est évoquée devant cette commission depuis des années, sans jamais oser dire un seul mot sur les autres questions examinées par cet organe. L'Algérie fait fi de ce principe en soumettant par le biais de son président Abdelaziz Bouteflika, que Dieu ait son âme, le 2 novembre 2001 à Houston, à l'envoyé personnel du SG, alors M. James Baker, cité par mon collègue algérien, une proposition de partition du territoire du Sahara, comme cela est consigné dans le rapport du secrétaire général du 19 février 2002. Bien plus, l'ancien ambassadeur algérien, Abdallah Bali, a adressé le 22 juillet 2002 une lettre plus explicite au président du Conseil de sécurité, et je cite, « L'Algérie demeure disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara. » Fin de citation, ce que le Maroc avait immédiatement et catégoriquement rejeté. L'Algérie, enfin, a mis le principe de l'autodétermination sous le boisseau, avec la proclamation à Alger d'une république fantoche, ce qui est contraire au principe même de l'autodétermination que mon collègue vient de défendre ici. Enfin, l'Algérie dénie ce principe au peuple, à un peuple qui le revendique bien avant la création de l'État algérien en 1962. Il s'agit du vaillant peuple kabyle. Deuxième mensonge, l'Algérie demande le respect de la légalité internationale. En réalité, l'Algérie viole constamment la légalité internationale. Tout d'abord, c'est l'Algérie qui bafoue la Charte des Nations Unies lorsqu'il s'agit du principe du respect de l'intégrité territoriale, du non-recours à la violence et de la primauté du règlement pacifique du différend. L'Algérie est intéressée aux résolutions du Conseil de sécurité uniquement jusqu'en 2001, lorsque le secrétaire général a déclaré l'inapplicabilité du plan de règlement et par conséquent l'obsolescence du référendum. Depuis 2002, l'Algérie ignore les résolutions du Conseil de sécurité pour la seule raison qu'il recommandait la solution politique durable et mutuellement acceptable pour le règlement de ce différend. Le paradoxe est que certaines de ces résolutions ont été adoptées avec l'aval
et la contribution de l'Algérie pendant qu'elle siégeait au Conseil de sécurité en 2004-2005. Enfin, l'Algérie va même jusqu'à rejeter officiellement certaines résolutions du Conseil de sécurité, comme cela a été le cas en 2021 et 2022. Troisième mensonge, l'Algérie est un simple observateur sur le dossier du Sahara. Malgré ses dénégations, l'Algérie est la partie principale à ce différend régional depuis son déclenchement. Il avait revendiqué ce statut dans la lettre officielle de son ancien ambassadeur à l'ONU. Le 19 novembre 1975, et je cite, « Outre et l'Espagne, en tant que puissance administrante, les parties concernées intéressées dans l'affaire du Sahara sont l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. » Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, l'Algérie se présente avant même le Maroc. De même, ce document officiel ne fait aucune référence au Polisario, alors que l'Algérie l'hébergeait déjà sur son territoire. L'Algérie a habitué les Nations Unies à réagir à toutes les propositions de l'ESG et ses envoyés personnels. Elle a ainsi refusé l'accord cadre proposé par l'ancien envoyé personnel James Baker par communiqué du Conseil des ministres de l'Algérie le 25 février 2002. L'Algérie prend des mesures de rétention économique contre tout pays soutenant l'initiative marocaine d'autonomie. Il proteste auprès des capitales de tous les membres qui soutiennent le Maroc à la 4e commission. La résolution 2654 consacre l'Algérie en tant que partie principale à ce différend. Quatrième mensonge, le Sahara est un territoire occupé. L'Algérie méconnaît le droit international et les résolutions des Nations Unies. La notion d'occupation s'applique selon le règlement de la Haye de 1907 et la 4e convention de Genève uniquement au territoire d'un État déjà existant durant un conflit armé international. Or, le Sahara n'a jamais été un État et ne le sera jamais. Il a toujours fait partie intégrante du Maroc depuis des siècles, en vertu des liens juridiques d'allégeance des populations au sultan marocain, tels que reconnus par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif. Cinquième mensonge, le référendum est la solution à ce différend régional. Le prétendu référendum est mort et enterré malgré les 20 dénégations de l'Algérie, car on ne ressuscite pas les morts. Le secrétaire général a, dans son rapport du 23 février 2000, conclu à l'inapplicabilité du plan de règlement et donc à l'obsolescence du référendum. Le Conseil de sécurité n'évoque à aucun moment le référendum dans aucune de ces 36 résolutions adoptées depuis 22 ans. L'Assemblée générale ne s'y réfère plus depuis 20 ans. Bien plus, la résolution algérienne qui sera adoptée aujourd'hui par cette commission, comme toutes celles qui l'ont précédée depuis près de 2 décennies, ne mentionne nullement le référendum. Sixième mensonge, l'Algérie paye hôte des camps des Sahraouis réfugiés à Tindouf. L'Algérie n'est pas le pays hôte des camps des réfugiés de Tindouf, mais plutôt le geôlier des populations qui sont séquestrées. Ces campements sont une zone de non-droit et de violation grave, généralisée du droit international. L'Algérie instrumentalise politiquement ces camps qu'elle présente comme le symbole de l'existence du soi-disant problème appelé Sahara occidental. Septième mensonge, l'Algérie supporte le fardeau humanitaire des camps de Tindouf. L'aide humanitaire que l'Algérie accorde aux camps de Tindouf est infiniment minime. C'est la communauté internationale qui apporte le plus gros de l'aide humanitaire financière à ces camps. En réalité, l'Algérie, effectivement, supporte le fardeau, mais celui des armements, celui de la campagne médiatique, celui des conférences qu'elle organise, et ça se chiffre en milliards de dollars. Madame la Présidente, contrairement à l'Algérie, le Maroc reste fidèlement attaché au processus politique mené sous l'égide exclusive de l'ONU pour la résolution définitive de ce différend sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. Dans ce cadre, M. de Mistura a visité le Maroc à 3 reprises. Lors de sa dernière visite, du 4 au 8 septembre, il s'est rendu dans les villes marocaines de Laayoune et Dakhla, où il a rencontré les présidents des 2 régions du Sahara marocain, les représentants démocratiquement élus, les autorités locales, les chours, les acteurs économiques et la société civile. Il a également rencontré les consuls généraux des postes consulaires ouverts à Laayoune et Dakhla. Il a également rencontré les ralliés qui ont quitté le Polisario et l'Algérie pour retourner au Maroc. Pour conclure, Madame la Présidente, je voudrais réaffirmer le soutien ferme et constant du Royaume du Maroc à l'intégrité territoriale des Émirats arabes unis et sa souveraineté permanente sur les îles Tomb el-Kubra, Tomb Soghra et Abou Moussa.
Nous soutenons également la demande de ce pays frère de mettre fin à l'occupation de l'Iran de ces 3 îles émiraties, ainsi que sa position appelant à la recherche d'une solution soit par la négociation directe, soit par la saisine de la Cour internationale de justice. Je vous remercie. Je remercie le représentant permanent